Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que mon bilan du mois de mai. Et ce mois-ci j'ai beaucoup lu, il y a une quinzaine de livres dont je vais vous parler aujourd'hui, dont 2 que j'ai lus sur ma liseuse et 2 que j'ai écoutés en livre audio. À chaque fois pour tous les livres, je vous donnerai toujours les thèmes abordés et les principales tropes, quelques petites phrases pour vous donner un petit pitch qui vous donnerait peut-être envie de les lire, et ensuite je passerai à mon avis, sans spoil et sans tabou, mais je vais essayer de faire un petit peu vite parce qu'effectivement il y a beaucoup de livres. Donc si vous le souhaitez, prenez une petite boisson chaude comme moi pour vous tenir compagnie au long de cette vidéo, et c'est parti, on peut s'y mettre. Bon, comme d'habitude, je le fais pas dans l'ordre. Le premier dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Woven by Gold, du duo Elisabeth Hélène, qui est le second tome de Beast of the Briar. Pour ce qui est un petit peu des thématiques, on est ici sur une revisite de La Belle et la Bête, avec un harem inversé et surtout une grosse malédiction. On est ici sur du fantastique, c'est-à-dire que l'héroïne est à la base bibliothécaire dans une petite ville, et elle va découvrir petit à petit tout ce monde fantastique et fantaisiste dans lequel se cache le château où elle va se retrouver captive. En tout cas, ça c'est dans le tome 1. Et du coup, on peut passer à mon avis, en tout cas sur ce tome 2, et sans spoil, je vais pas vous spoiler le tome 1, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà adoré le premier tome parce que je trouve que la revisite est très bien travaillée. Les personnages sont trop chouettes, le harem inversé est bourré de tension. Franchement, que vous dire à part que j'ai tout autant aimé celui-ci. Je m'attendais à ce que le rythme ralentisse un petit peu parce que le rythme du premier était vraiment cool. Et celui-ci, même si ça met un petit peu de temps à se lancer, une fois que ça commence, ça ne fait que s'accélérer. Donc sur ce point, j'ai été vraiment contente. Il y a aussi pas mal de plot twists qui sont assez importants, notamment sur la fin de ce tome, qui est, on va pas se mentir, une grosse brique. Donc faut en arriver à bout. De mon côté, je l'ai écouté en livre audio, ce qui m'a beaucoup aidé, je dois l'avouer. Je sais même pas combien il y a de pages, parce qu'il fait 850 pages, écrit un petit peu gros, mais bon, pas tant. Donc voilà, c'est que si on lit, on a vraiment envie de connaître la suite, et pour le coup, c'était mon cas. Et je suis très heureuse de l'avoir lu, et j'attends le tome 3 avec impatience. Par contre, attention, c'est très spicy, et c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans ce second tome. C'est pas forcément le fait qu'il y ait du smut, mais c'est plutôt la longueur des chapitres, parce que ça prend des chapitres entiers. Même si elles sont bien écrites et parfois un petit peu originales, je trouve quand même que des fois, c'est un petit peu longuet, et ça, pour le coup, ça crée vraiment un rythme en dents de scie qui m'a un petit peu dérangée. Voilà, mais en même temps, ça reste une très bonne lecture, et comme je vous le disais, j'ai hâte de lire la suite. Le second livre dont on va parler aujourd'hui, c'est Contrainte de Solène Luna, aux éditions Adonia, et il s'agit du premier tome d'une duologie de dark romance. Donc attention, ici aussi, on est sur du plus de 18. Et ici, pour ce qui est des tropes, on va être sur une maison close, du chantage, et surtout sur une mafia romance, parce qu'on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Katharina et qui travaille dans une maison close pour pouvoir rembourser une dette qu'elle a contractée il y a longtemps, sur laquelle je ne peux pas vous dire grand chose parce que je ne veux pas vous spoil. Elle fait ce qu'elle peut pour s'en sortir, jusqu'au jour où son patron est remplacé par Drake, qui n'est autre que le big boss de la plus grosse mafia de sa ville. C'est pas quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un au contraire de très dangereux, de violent, avec un ego surdimensionné, on va pas se mentir. Et entre les deux, il va tout de suite y avoir une très grosse tension. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que je ne voudrais pas vous spoil. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les joutes verbales sont incroyables, le rythme est assez dingue, la plume est très directe et accessible. Elle est un petit peu vulgaire forcément parce qu'on est sur une dark romance mafia, donc ça aurait été compliqué de n'utiliser que des beaux et jolis mots, mais c'est plutôt bien écrit. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas un seul mot ou une seule phrase écrite qui ne serve à rien dans le récit. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que j'ai du mal avec les longueurs, et pour le coup dans celui-ci il n'y en avait pas. Au contraire, c'est un véritable page turner. À chaque fin de chapitre, je n'avais qu'une envie, c'était de lire la suite, au point que j'ai dû faire une petite nuit blanche. Voilà, je l'ai commencé à 21h et je crois que je l'ai fini à 5h du matin. Je n'ai pas réussi à le reposer tant la tension était dingue. J'ai vraiment été happée, donc ça c'est un très gros point positif. Par contre, petit point de vigilance, on est sur une dark romance avec, comme je vous le disais, un personnage qui est très violent, qui fait du chantage, qui fait des choses qui sont très discutables moralement, ce qui me fait un petit peu poser la question d'une potentielle romantisation de certains actes, ou de la relation en général. Donc j'attends de voir le tome 2 pour me rendre un petit peu plus compte de comment l'autrice va tourner ça. Voilà, je préfère prévenir, il y a des scènes qui sont extrêmement violentes, donc je vous invite, au-delà du fait de ne le lire qu'à partir de 18 ans, surtout à lire les TW en amont, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient être heurtées par ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas une lecture facile. Voilà. À part ça, moi j'ai adoré et j'attends la suite avec impatience. À chaque fois que je tourne une vidéo, mademoiselle veut venir dire bonjour. Ça va mon cœur? Tu viens dire bonjour? Oui. Tu tournes la vidéo avec moi? Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi sorti le premier tome d'une saga qui attend dans ma palle depuis un bail. Il s'agit de The Fallen Empire, et pour être franche, j'étais très heureuse de le sortir. Pour ce qui est des tropes, on est sur une romantésie adulte. Pour ce qui est des thématiques et des tropes, on va être sur un esclave gladiateur et une sorcière, sur une fuite et des identités cachées, de la proximité forcée et un destin lié, le tout qui prend place dans un univers de fantasy très simple et très accessible. On est vraiment pour moi ici sur une saga qui est parfaite pour les personnes qui aimeraient se lancer dans la romantésie, parce qu'il y a absolument tous les clichés, tous les codes du genre, sans pour autant justement tomber dans quelque chose de trop simple. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas particulièrement été surprise par les plot twists, j'ai pas été surprise par l'univers. Il y a très peu de choses qui m'ont surprise avec ce livre, mais en même temps, tout est très bien traité, tout est très bien maîtrisé. La plume sert totalement le récit, c'est-à-dire qu'elle est pas forcément pâteuse. On se perd pas dans des descriptions pendant des dizaines et des dizaines de lignes, donc ça c'était très chouette. Il y a des moments touchants, il y a des moments poétiques, et en même temps à côté de ça, il y a aussi beaucoup de tension dans la romance, avec un personnage principal masculin qui a lui aussi un ego surdimensionné, clairement. Mais en même temps, ça nourrit un petit peu l'histoire. Et ça en fait un véritable page turner, pareil, je crois que je l'ai lu
lu en quelques jours. Donc je vous le conseille. Personnellement, je lirai la suite, sachant que le tome 2 est déjà dans ma palle et que le tome 3 sort bientôt. Donc j'ai hâte de le recevoir. En plus, regardez-moi comme ils sont beaux. Je suis vraiment fan du travail que fait Chatterley sur ses reliés. Je trouve qu'ils sont toujours très bien travaillés et très jolis. Donc c'était important de le notifier. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu L'Arène d'éternité, qui est le second tome de la duologie du Royaume de l'Éternel et donc le second tome du Roi déchu, que j'avais vraiment beaucoup aimé. On est sur une dark romantasy adulte, sur des thématiques maritimes, avec un petit esprit un petit peu pirate. Attention, je tiens à spécifier, il n'y a pas de pirate dans ce livre à proprement parler. C'est-à-dire que la piraterie n'est pas au centre de l'univers, mais pourtant on retrouve quand même beaucoup de codes, dans le sens où il y a des champs, des navires, un équipage, lever les voiles, etc. Donc même s'il n'y a pas de pirates à proprement parler, on est un petit peu plongé dans cette thématique. Donc si c'est quelque chose que vous cherchez, je pense que vous pourriez aimer ce livre. Donc c'est un petit peu le premier thème et le thème le plus flagrant finalement dans cette duologie. Après, pour ce qui est des tropes, on va être sur un kidnapping, sur un rivals to lovers, sur des destins liés et des âmes sœurs aussi. Pour ce qui est du petit pitch, on va suivre Livia, qui est la princesse du plus grand royaume de la Terre, parce qu'il y a vraiment ce côté les royaumes de la Terre et les royaumes de la mer. Et Livia, lorsqu'elle était toute petite, il y a eu une grande guerre justement entre la Terre et la mer, dans laquelle le prince du plus grand royaume de la mer avait été captif, et elle l'a rencontré en se baladant dans les geôles, et entre eux s'est liée une véritable amitié. Sauf que des années plus tard, lui a repris le pouvoir sur son royaume, et il déteste les royaumes de la Terre, dont Livia, parce que le père de cette dernière a tué son père à lui. Donc pour se venger, il va choisir de venir la kidnapper, tout simplement. Comme d'habitude, je ne vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ça a été une super découverte. Vraiment, le premier tome, je m'étais faite happer. J'avais eu un petit peu de mal à rentrer dedans, mais une fois lancé, je ne pouvais plus m'arrêter. Le world building est incroyable, les personnages sont super, il y a vraiment de la profondeur dans l'intrigue, c'est vraiment bien recherché. Le found family aussi est incroyable, il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont très chouettes. Donc ça avait été un véritable coup de cœur, et je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçue par ce second tome, tout simplement parce qu'il met beaucoup de temps avant de se lancer vraiment. Et on se perd un petit peu trop selon moi justement dans tous les détails de l'intrigue, c'est-à-dire que c'est très bien construit, mais du coup peut-être un petit peu trop. Et c'est dommage. Après je pense aussi que si j'avais réussi à lire les 2 tomes d'affilée, j'aurais peut-être moins ressenti ça. Donc je vous conseillerais de les lire vraiment à la suite si vous en avez la possibilité, pour ne pas avoir ce petit moment de retombée. Parce que vraiment encore une fois ça vaut le coup, c'est bien écrit, l'histoire est vraiment chouette. Donc ce serait dommage de passer à côté. Petit point d'attention, on est sur de la dark romantasy adulte, donc c'est aussi plus de 18 ans, et c'est assez impactant sur la plume qui est du coup très vulgaire, donc je voulais le notifier quand même. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais je sais que c'est quelque chose qui dérange certains d'entre vous. Donc je tenais à le dire. Je sais pas chez vous, mais chez moi il le fait une chaleur intenable. J'ai l'impression d'être dans une fantaisie orientale. Bref, on s'y remet. Du coup, c'est le moment idéal en parlant de forte chaleur et de fantaisie orientale pour vous parler du 3e tome d'Une Bresse sous la cendre, donc Un faucheur aux portes de Sabah et Tahir. On est sur une saga en 4 tomes qui prend place dans un empire dans lequel l'armée, la guerre et les soldats ont pris le pouvoir sur tous les royaumes, et à l'inverse, les communautés d'érudits sont élevées au niveau de parias. Ils sont tués, exclus de la société. Et dans cet univers, on va suivre 2 destins. Le premier, c'est celui de Laia, qui est justement une érudite et qui va devoir tout remettre en question et surtout se mettre en danger pour pouvoir sauver son frère. Et Elias, qui est en train de finir son académie de guerre et qui fait partie des meilleurs soldats, qui a un destin tout tracé devant lui, sauf qu'il se refuse à cette destinée et il va juste chercher la liberté. Franchement, le world building est incroyable. La romance en second plan est aussi super, avec un véritable slow burn. Les personnages sont dingues, la partie complot est incroyable. Je ne peux vraiment pas vous dire grand chose d'autre à part lisez-le. Et pour ma part, je suis très heureuse de l'avoir découverte, cette saga, parce que le premier tome avait été un coup de cœur, le second je l'avais un petit peu moins aimé parce qu'il était très ralenti, notamment par le POV de cette petite dame qui est là. Mais je trouve que ça s'est énormément relancé dans ce 3e tome, et franchement, il y a énormément de plot twists, énormément d'action. Le cliffhanger est incroyable, même s'il n'était pas particulièrement surprenant. Sauf que du coup, j'ai qu'une envie, moi, c'est lire la suite. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle sorte. Et il me semble qu'elle sera disponible à partir de juillet. L'attente va être insoutenable. Bref, lisez Une Bresse sous la cendre. Ensuite, cette semaine, j'ai réalisé un ridathon spécial Plume du Web, qui est une de mes maisons d'édition préférées avec qui je suis partenaire. Et j'ai eu l'occasion de lire 3 de leurs dernières sorties, donc je vous en parle tout de suite. Le premier, c'est Poisonous Love de Aurore Payel. On est ici sur une romance one-shot, un petit peu universitaire, dans laquelle on va retrouver de la proximité forcée et un hate to love, le tout qui prend place dans la jungle, autour d'une émission télévisée. Côté pitch, on va suivre Rose, qui est scientifique et spécialisée dans l'étude des grenouilles. Et son rêve à elle, c'est justement de faire avancer la science à ce niveau-là. Et elle va être super heureuse lorsqu'elle va apprendre qu'elle a été sélectionnée pour partir à l'aventure en Amazonie, avec beaucoup d'autres scientifiques, mais aussi avec un athlète de haut niveau, pour tourner une émission télé sur place et pouvoir découvrir la faune et la flore là-bas. En soi, ça a l'air trop cool. Et bien pour elle, il y a quand même une petite ombre au tableau, parce qu'elle déteste la star de sa fac, qui n'est autre que l'athlète de haut niveau, qui va être avec eux pendant ce voyage. Il s'agit de Taran, et elle le déteste parce qu'il a essayé de l'évincer de cette émission de télé, mais elle ne sait pas pourquoi. Voilà, donc les deux, ils vont se retrouver enfermés dans des bateaux, etc. Il y a beaucoup de tension, du suspense côté intrigue.
L'univers de la jungle est plutôt bien travaillé et c'est très chouette pour la part, c'était la première fois que j'en lisais un livre dans cet univers-là. La plume est très fluide, très simple. En plus, il est très court, donc cela se lit vraiment très vite, c'est un petit page turner. Le seul petit bémol de mon côté, ça a été l'intrigue parce que, même si effectivement ça tient en haleine parce qu'on a envie de savoir pourquoi il a voulu l'enlever de l'émission, la finalité m'a pas non plus subjuguée, donc j'étais un petit peu sur ma faim, tout simplement. Et aussi, je tenais à dire, c'est quand même vachement mis en avant que c'est pour une émission télé. C'est pas quelque chose que j'ai ressenti pendant ma lecture. Donc si vous le lisiez pour ça, je ne vous le conseillerais pas, dans le sens où c'est pas une émission de télé-réalité, c'est pas du direct, c'est juste quelqu'un qui filme un petit peu de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment utilisé, je trouve, ni dans la narration, ni dans l'histoire, ni dans l'intrigue. Il fallait que je le dise. Mais sinon, ça reste une très bonne lecture. Ensuite, le second livre, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu en moins de 24 heures. C'est aussi un one-shot et il s'agit de Furio Love de Emily Kind. Et là, pour le coup, j'ai été conquise par l'univers parce qu'on est au Japon et plus précisément à Tokyo, avec une gang romance bourrée de tension et un petit côté thriller aussi. Côté pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Juno, qui a grandi aux États-Unis et dont le rêve est d'aller étudier au Japon. Et il va se réaliser ce rêve parce qu'elle va rentrer dans l'une des plus grandes universités du pays, qui est extrêmement élitiste. Mais vous vous en doutez, passer des États-Unis au Japon, c'est un petit peu compliqué en termes culturels. Et elle va un petit peu, sans faire exprès, se retrouver dans des ruelles dans lesquelles elle aurait clairement pas dû aller. Parce qu'elle va croiser la route de certains gangs de rue, mais surtout celle de Ryoma qui ne va pas la lâcher. Entre les deux, il va y avoir énormément de tensions. En plus de ça, il y a une enquête en second plan parce qu'il y a des meurtres qui arrivent dans les ruelles de Tokyo justement. Et personne ne sait vraiment qui est l'assassin. Et pour ce qui est de mon avis, ça a été un véritable coup de cœur. Déjà parce que c'est un page turner. Le côté enquête m'a vraiment tenu en haleine et je trouve que pour le coup, ça a été plutôt bien écrit côté intrigue. La tension entre les personnages est ultra palpable. Pour le coup, ça j'ai adoré. Les joutes verbales sont trop bien. Les petites citations de romance aussi sont très chouettes. Il y a vraiment une grosse implication culturelle. Enfin, je trouve que le travail sur la culture du Japon a été plutôt bien traité. Personnellement, ça m'a beaucoup rappelé mon voyage. Ne serait-ce que dans les paysages, les petits mots qui sont ajoutés en japonais tout le long du livre. Si c'est un pays qui vous attire, une culture qui vous attire, je pense que vous pourriez beaucoup aimer. Pareil pour ce qui est du côté gang, etc. Ça a été plutôt bien amené, je trouve. La plume est directe, elle est un petit peu vulgaire, mais malgré tout, elle reste très poétique. J'ai quand même notifié pas mal de petites citations qui m'ont beaucoup plu et c'est ce que je fais en général quand j'aime bien la plume. Donc sur ça, vraiment rien à dire. Et le petit bonus, le protagoniste masculin a un handicap, je ne vous dirai pas lequel, et j'ai trouvé que ça avait été très bien travaillé et très bien amené surtout. C'est vraiment bien traité, sans tomber dans le cliché, donc vraiment, je ne peux que vous le conseiller. Et ensuite, le dernier livre de Sridaton n'était autre que Emmerly de Marina Hemmel. Pour le coup, certains d'entre vous le savent, Marina Hemmel, c'est clairement, tout simplement, l'autrice du Serpent et la Mule, qui est ma dark romance préférée. Du coup, j'étais très heureuse de retrouver sa plume et son univers à travers ce nouveau livre, qui n'est pas du tout une dark romance. Parce qu'ici, on est sur une romance historique inspirée de l'époque victorienne, donc un petit peu dans le même mood que les Bridgerton. C'était également un one-shot, avec des thématiques de lutte des classes, de mariage arrangé et de proximité forcée. Le tout entre une personnage qui a une vie très compliquée et un personnage que j'avais envie de taper. Voilà, il y a quand même une couleur entière de post-it qui est pour les moments où j'avais envie de le marave. Je sais pas si ça vous donnera une bonne idée de à quel point il était relou, mais bon quand même. Il se rattrape plutôt bien à la fin, on va pas se mentir, donc ça va. Côté résumé, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Emmerly, qui est la fille d'un boulanger, qui a une vie plutôt simple, loin des nobles, jusqu'au jour où la reine va venir la voir et la destiner à toute autre chose. Parce que cette dernière trouve que les nobles sont vraiment trop irresponsables, un petit peu trop coquins sur les bords, et elle a décidé d'aller choisir des femmes du peuple pour les marier à ces nobles, pour les remettre un petit peu dans le droit chemin. Et Emmerly a été sélectionnée à cet effet, donc elle va du jour au lendemain venir à la cour et se retrouver mariée de force à l'un de ces nobles, qui est exécrable, tout simplement. Et je ne vous parle pas de la suite de l'histoire, mais sincèrement, qu'est-ce que j'ai aimé les découvrir. La tension est incroyable, il y a une petite intrigue de fond aussi qui est plutôt pas mal. Les personnages secondaires sont ultra touchants. La plume de Marina, elle est toujours ultra poétique, vraiment chaque mot est toujours très bien choisi. C'est doux, c'est beau. J'ai pleuré, j'ai crié, je me suis énervée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, tout est dispo dans le vlog qui sortira bientôt, si vous voulez me voir m'énerver contre ce beau livre. Mais je ne peux que vous le conseiller, si vous avez adoré les Bridgerton, pour moi on est clairement dans la même vibe, mais mieux écrit, avec plus d'action et plus de tension entre les personnages. Tout simplement, voilà. Donc lisez Marina Hemmel. Et pour le coup, les 3 livres sont du plus de 16 selon la maison d'édition, mais pour ma part, je les classerais plutôt en plus de 18. Voilà, et allez vérifier les TW en amont s'il vous plaît. À part celui-là qui est plutôt soft, franchement les 2 autres sont un petit peu durs. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu Love Never Fails, le tome 2, qui vient clôturer cette duologie qui est incroyable. Voilà, je vous ai dit, hein, j'ai pleuré pour Emmerly, lui j'ai pas pleuré. J'ai déversé des torrents de larmes, mon cœur est brisé et je pense que je n'arriverai jamais à le réparer, tout simplement. On est ici sur une duologie de romance sombre et psychologique, qui vient vraiment s'attarder sur les toxicités, sur l'emprise que les uns peuvent avoir sur les autres, dans des relations de couple, notamment sur des personnes très jeunes et très influençables, traité avec brio côté psychologique et sans aucune romantisation. C'est un énorme banger, je vous en supplie, lisez cette duologie si vous avez le cœur assez accroché, parce que c'est très très dur à lire. Côté résumé, dans le tome 1, on va suivre Isor, qui est une jeune femme française qui vit dans sa petite famille, qui ont tous une mentalité un petit peu étriquée, qui sont
sont pas très sympas avec elle. Et quelques mois avant ses 18 ans, elle va décider de fuguer et de partir vivre à Londres avec une de ses amies. Et une fois arrivée sur place, elle va rencontrer lors d'un concert une grande rockstar qui va très rapidement tomber amoureux d'elle et dont surtout elle va tomber amoureuse très rapidement. Ils vont se mettre en couple et elle va commencer à vivre une descente aux enfers juste terrible dans une relation toxique, d'emprise, emplie de violence, qu'elle soit morale, physique. On va parler de santé mentale, on va parler de TCA, on va parler d'énormément de choses qui font mal et c'est aussi pour ça que je vous disais qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Et surtout, encore une fois, le tout n'est pas romantisé et c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce livre. C'est que pour moi, ces personnages existent, c'est-à-dire qu'ils sont tellement écrits avec justesse dans leurs émotions, dans leur manière de réagir, sans tomber dans le cliché et pour autant en restant sur une profondeur très grande, qu'ils existent. Voilà, pour moi, ils sont réels, tout simplement. Ce qui est très triste parce que ils vivent des choses pas très cool. En plus de ça, il y a quelque chose que je trouve très très intéressant dans ces livres, c'est qu'ils sont racontés du point de vue du manager de la rockstar, qui a un point de vue un petit peu omission pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer pour le moment, mais ça apporte vraiment un dynamisme de narration qui est totalement différent de ce qu'on peut avoir d'habitude en roman, qui permet de prendre du recul tout en étant quand même vraiment à l'intérieur de l'histoire, et j'ai trouvé ça super prenant. Je pense que c'est parfait pour toutes les personnes qui ont aimé par exemple les Ashes Falling for the Sky. Pour moi, ça brise le cœur pareil quoi, en gros, mais en pire. Voilà, donc lisez cette duologie, je m'en remettrai jamais. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu le tome 2 de Deadly Divine, qui est une duologie de dark romantasy adulte. Pour ce qui est des tropes, on va être sur de la proximité forcée, du chantage, une changeling et une quête de soi, et surtout, et c'est important, un lovers to enemies, et ça je trouve ça incroyable parce que c'est quand même plutôt rare. Côté résumé, on va suivre Tulia, qui est une jeune femme qui vit dans le monde des humains, un petit peu à part des Fae, parce que dans cet univers, les deux sont quand même assez séparés. Sauf que Tulia, c'est pas vraiment une humaine parce que c'est une changeling. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, et en gros, elle a été échangée à la naissance avec une jeune humaine. Donc jusqu'à ses 18 ans, elle a été élevée justement par celle qu'on appelle sa tutrice, qui était la mère de la petite fille qui avait été kidnappée à sa place. Du coup, elle lui fait vivre un enfer, jusqu'à sa majorité où sa tutrice va décider de l'emmener dans un espèce de comité de Fae, c'est un petit peu compliqué à expliquer, durant lequel elle va se retrouver squeak, zigouillée quoi. Et malheureusement, aux grandes dames de Tulia, les Fae ils vont pas décider de l'emmener avec elle, ils vont la laisser dans ce monde d'humains. Donc elle se retrouve avec les dettes de sa tutrice, à devoir aller bosser pour une maison close, alors que vous vous en doutez, c'était pas le destin qu'elle voulait, pour pouvoir rembourser. Sauf que son premier client n'est autre que Florian, le roi des Fae. C'est bon pour vous? Bref, je vous en dis pas plus, mais elle va se retrouver à devoir partir avec lui, à devoir se marier avec lui, mais on va être sur un mariage arrangé, de la proximité forcée. C'est clairement un fast burn, il va y avoir beaucoup de spicy, beaucoup de vulgarité, mais je vous jure, franchement, ça vaut le coup, parce que l'univers est ultra bien travaillé sans pour autant être trop détaillé et tomber, encore une fois, dans le pâteau ou dans le trop lourd. C'est vraiment juste ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'action, ça s'enchaîne très bien. Les plot twists sont incroyables, et franchement, l'intrigue est chouette. C'est pas la plus surprenante, mais elle est bien travaillée. Par rapport à ce tome 2, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, quand même, du premier tome, parce que j'ai trouvé qu'on prenait un peu de temps avant de se relancer dedans. Je me suis un petit peu ennuyée sur les 150 premières pages, avant que ça se relance vraiment. Par contre, effectivement, une fois que ça se relance, c'est vraiment chouette, on reprend le rythme du premier tome, on redécouvre des grosses surprises, que personnellement je n'avais pas du tout vu venir, donc j'étais quand même assez heureuse de le lire, et je vous conseille sincèrement la duologie, parce que dans sa globalité, elle est très chouette. Et comme pour The Fallen Empire, je trouve sincèrement que c'est parfait pour les gens qui veulent se lancer en romantasy, mais qui ne veulent pas non plus partir dans quelque chose de trop complexe. Il y a tous les codes du genre, sans pour autant avoir besoin de se lancer dans une saga de 8 tomes, et des fois c'est pas mal. Et par contre, petit point, attention, c'est bien du plus de 18, c'est très spicy, et il y a beaucoup de vulgarité, je préfère prévenir, je sais que ça plaît pas à tout le monde. On a presque fini, il reste 4 livres. Là, je vais vous parler d'un livre qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, et pas forcément dans le positif. Parce que lorsque les premières reviews ont été postées, notamment par les personnes qui ont été payées pour lire le livre, les reviews étaient ultra positives. Mais ensuite, les gens qui l'ont acheté ont été extrêmement déçus et ils ont apporté des arguments avec lesquels je suis totalement d'accord. Malgré tout, pour ma part, j'ai adoré Blood of Hercules. Donc, c'est peut-être le livre sur lequel la review va être la plus longue et j'en suis désolée, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, Blood of Hercules, qu'est-ce que c'est? C'est le premier tome d'une dark romantasy adulte ou dark fantasy. Retenez parce que ça a de l'importance dans ce que je vais dire après. Qui est écrit par Justin Nass aux éditions Verso. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre. Déjà, on est sur une revisite de la mythologie grecque avec une espèce d'urban fantasy dans un monde presque dystopique dans lequel les dieux grecs ont toujours existé, sauf que aujourd'hui ils se montrent aux humains. Et ils y sont un petit peu obligés notamment parce que les titans sont revenus. Des titans un peu spéciaux parce qu'ils ressemblent plutôt à des morts-vivants un peu genre The Walking Dead. Et du coup les dieux grecs sont là pour protéger les humains de ces titans. En gros pour l'univers c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je suis obligée de résumer. Pour ce qui est des tropes, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière parce que encore une fois ça va être important dans le dialogue qu'on va avoir après. Les tropes annoncées sont morale Y caractère, harem inversé, extrême enemies to lovers, académie de guerre, dieu et monstre, femme forte, toucher and die, élève et professeur, who did this to you, and obsessed MMC. Et pourquoi je disais que c'est très important que l'on parle des tropes, et qu'on relise surtout les tropes annoncées par l'éditeur, c'est parce que c'est quelque chose qui a beaucoup posé souci à certains d'entre vous. En tout cas ceux dont j'ai vu les reviews. Et c'est un argument avec lequel je suis d'accord, parce que il est vendu, ce livre, comme une dark romantasy, donc qui annonce une romance, donc un lien d'amour ou en tout cas d'affection entre les personnages, et notamment avec
comme trope principale de cette romance, un extreme enemies to lovers. Ce qui n'est pas le cas dans ce livre. Voilà. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de romance sur ce tome 1 parce que je spoil en un sens et en même temps, voilà. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la suite. Je vous mettrai le timecode quelque part pour que vous puissiez aller directement à la prochaine. Mais pour moi, il n'y a pas de romance dans ce livre. C'est-à-dire que effectivement, les protagonistes masculins sont obsédés par l'héroïne, mais l'héroïne, elle n'est pas in love des protagonistes masculins. Elle a pas d'affection pour eux, elle a pas autre chose que de l'attrait physique et encore, juste elle les trouve beaux quoi, mais pour moi il n'y a pas vraiment de romance. Donc pour moi ici on est sur de la fantasy. Déjà pas sur une romance et en plus de ça, c'est pas un enemies to lovers, parce qu'ils sont pas ennemis, ils ont pas de raison d'être ennemis, ils sont pas non plus rivaux parce que comme c'était dit, il y a certains qui sont ses professeurs, d'autres ses mentors, donc il n'y a pas vraiment de relation d'ennemis ni de rivaux. On est juste sur un bully to lovers parce que vraiment clairement, bah elle se fait bully tout le long en fait. Voilà. Donc pour moi on est vraiment pas sur de la romance, pas sur un enemies to lovers, on est juste sur un bully tout, rien du tout pour l'instant. Donc j'ai hâte de voir le tome 2 pour voir s'il va y avoir de la romance dans le tome 2. Comment les choses vont être écrites, est-ce que ça va être romantisé? Je ne sais pas, mais bon, il y a ça. Et je comprends que ce point ait heurté certains parce que effectivement, le bully c'est quelque chose qui trigger beaucoup de personnes. Le fait qu'il ait pas été annoncé, c'est pas ok. Et le fait qu'il ait été remplacé par enemies to lovers, c'est pas ok non plus. Voilà. Moi ça ne m'a pas dérangé, ce point-là, parce que je n'ai aucun problème avec les bullies to lovers. Je n'ai aucun problème avec les personnages totalement fous du bus. C'est le prochain point qu'on va aborder. Donc ça ne m'a pas dérangé, c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que bah, j'aime bien les fous du bus quoi. Mais bon, je comprends que ça ait peiné des gens et énervé des gens. Comme je vous le disais, le deuxième point, c'est sur le fait que les personnages, notamment masculins, sont totalement tarés. Ils le sont, voilà. C'est annoncé, de toute façon, c'est moral Y characters. Là, on n'est même pas sur du moral Y, pour moi, on est sur du black characters. Black morally, bref, je sais pas comment ça se dit, mais vous m'avez compris. Leur âme est ultra sombre, franchement, ils sont horribles, ils sont sadiques, ils sont méchants, ils sont violents, ils sont terribles. Mais en même temps, bah en fait, on est sur les dieux qui sont issus des enfers, du chaos, de la guerre, du sang quoi. Donc est-ce que vraiment on peut s'attendre à autre chose que de la violence pure, de la malveillance pure venant des dieux qui viennent de ça? Moi c'est un peu mon questionnement, dans le sens où, bah en fait, au contraire, si on m'avait donné des dieux tout mignons, tout sympas, j'aurais pas trouvé ça ultra réaliste. Mais encore une fois, ce n'est que mon sujet. Je comprends que ça puisse heurter, je comprends que les gens ne puissent pas aimer, mais on est sur une dark romance, en tout cas c'est vendu comme une dark romantasy côté romance. Si tant est qu'il y ait de la romance, c'est encore toute une discussion, mais moi ça m'a pas choqué. Encore une fois, je comprends que tout le monde ne puisse pas adhérer, voilà. Et le dernier point qui est beaucoup abordé, ça reprend notamment la véracité historique, tout du moins mythologique, parce que, comme je vous le disais, moi je trouve que bah, c'est plutôt cohérent justement que les personnages soient horribles parce qu'ils sont tirés de dieux qui sont censés l'être. Mais, quelque chose qui est reproché, c'est que justement tout le travail sur la mythologie et la revisite a pris beaucoup trop de liberté et que du coup on s'éloigne beaucoup trop de la mythologie grecque, qu'il n'y a en fait aucune réalité mythologique et historique là-dedans, qui est en partie vrai je trouve. Après, on est sur une revisite, c'est de l'inspiration, c'est une revisite. Pour moi, au contraire, on est censé aller beaucoup plus loin et repartir un petit peu de zéro en s'inspirant. Ce n'est que mon avis, je comprends encore une fois que ça puisse décevoir certaines personnes. Moi, ça n'a pas été mon cas parce que j'ai adoré l'univers, j'ai adoré le world building. Effectivement, il y a beaucoup de libertés qui sont prises, mais bon, là, c'est vraiment, il y a deux écoles quoi. Soit on aime, soit on n'aime pas. Je comprends qu'on n'accroche pas, je comprends qu'on soit énervé quand on s'attend à quelque chose de très réaliste par rapport à la mythologie qu'on nous enseigne, sachant en plus que Jasmine Maas a étudié la mythologie gréco-romaine à l'université. Donc je comprends ce point. Je ne le partage pas, mais bon, voilà. Donc voilà, quoi vous dire d'autre, à part que moi perso, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques longueurs, on va pas se mentir. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant, assez rythmé. La tension entre les personnages, moi personnellement, j'ai adoré. Même si effectivement, ils sont tarés, je dis pas le contraire, mais j'ai quand même aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la plume, j'ai aimé l'univers que je trouve effectivement totalement loufoque sur plein de points. Mais bon, moi, il m'en faut pas beaucoup plus, hein, on va pas se mentir. Seul petit point qui m'a un peu saoulée, c'est la protagoniste féminine que je trouve beaucoup trop passive dans ce premier tome. Après, les derniers chapitres donnent quand même un petit peu l'impression qu'elle va se rebeller. Donc pourquoi pas un petit female rage au tome 2, ce qui me plairait beaucoup. En tout cas pour ma part, j'ai hâte de voir et je suis très preneuse de vos avis sur tous les livres dont on vient de parler, mais surtout sur celui-ci. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre point de vue sur les 3 petits points que je viens d'aborder. Ça me tient assez à cœur, donc si vous avez l'occasion de le lire ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à venir papoter avec moi pour en discuter. Et ensuite, les 3 derniers livres dont on va parler, c'est pas des romans. Voilà. Le premier, c'est un recueil de poèmes qui est du coup un morceau de cœur en plus, de Déborah Garcia aux éditions Robert Laffont. Et on est ici donc sur un recueil de poèmes qui est extrêmement beau et extrêmement bien écrit. On va parler de santé mentale, on va parler de dépression et aussi de comment on arrive un petit peu à s'en sortir. Le livre-objet est très beau, on a de la bichromie tout du long. La mise en page sert vraiment, je trouve, la lecture. Et personnellement, j'ai passé un excellent moment en le lisant, donc je vous le conseille vraiment. Encore quelque chose de poétique, mais un petit peu moins quand même. On va parler du coup de D'après mon adolescence. Ici, on n'est pas sur un recueil de poèmes, mais on est plutôt sur une écriture type journal intime, parce que l'autrice va parler à sa version de quand elle avait 13-14 ans, pour retracer en fait toute son enfance et son adolescence avec elle, et répondre notamment à toutes
toutes les questions qui sont extrêmement tabous quand on est ado, sur notamment la sexualité, les premiers amours, la découverte de soi, de son corps, etc., de l'intimité. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. C'est bien écrit, il y a des petits passages un petit peu dérangeants justement par rapport à ce côté tabou, qui est presque gênant parce qu'on n'aime pas trop en entendre, et en même temps c'est tellement naturel et vrai que je l'ai trouvé assez puissant ce texte pour le coup. Et enfin, le tout dernier livre, il s'agit de Trope de Alice Doublié, qui est coécrit par Clara Hero, Morgane Moncomble, C.S. Quill, Margaret Rogerson, Alison Saft et Liv Stone, que des autrices de romance, parce que ce livre est un espèce de livre pédagogique à destination des fans de romance, des fans d'écriture et surtout du coup d'auteurs et d'autrices de romance, parce qu'il va résumer tout simplement toutes les tropes de la romance, avec à chaque fois une définition, des inspirations, des conseils d'écriture de toutes les autrices que je vous ai citées plus tôt, et le tout accompagné de splendides illustrations. Franchement, pour ma part, j'ai trop aimé. C'est ultra ludique à lire. Encore une fois, les fans de romance, les fans de lecture, c'est trop sympa quoi. J'ai adoré le feuilleter. Je vais quand même vous montrer un petit peu. Là par exemple, on a Age Gap avec une définition pour aller plus loin, une sélection de plusieurs romances qui contiennent cette trope, les conseils de Liv Stone et un petit cas pratique pour pouvoir s'entraîner un petit peu à écrire cette trope. Je suis pas autrice, mais personnellement, si je l'avais été, je pense que ça m'aurait beaucoup inspiré et beaucoup aidé dans mon écriture. Donc pareil, je vous le conseille parce que c'est ultra ludique. Et voilà pour mon bilan du mois de mai. J'espère que vous avez pu découvrir certains livres qui vous ont peut-être donné envie. N'hésitez pas à venir papoter en commentaire, me dire quel gros coup de cœur vous avez eu sur ce mois de mai, quels livres sont dans votre palle pour le mois prochain, et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. I am walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.